Je m'appelle Florent Abougi, j'ai 33 ans, et je pense que vous l'aurez compris, j'aime collectionner les jouets. Tous les jouets. Tout ce qui peut provenir des années 80 et 90. Tout ce qui peut avoir un rapport avec le cinéma, les dessins animés et plus accessoirement les jeux vidéo. Je suis très fan de Dragon Ball Z, j'aime beaucoup collectionner Last Action Hero et les Tortues Ninja, je suis très fan d'Alien, mais je le suis encore plus de Predator. J'ai une passion inestimable pour Jason Bourne. Bien sûr, j'apprécie Mario. Je recherche tous les jouets Jurassic Park. Je collectionne les camions Micro Machines et les jouets Crash de mise. Ça, c'est la voiture de Winspector. Et ça, vous reconnaissez? Les aventures de John Burton dans les griffes du mandarin. Et qu'est-ce que ce serait si j'étais pas fan de Star Wars? Je collectionne depuis 1999. Mais, en dehors de toutes ces œuvres présentées ici et que j'aime depuis que je suis gamin, il y en a une seule qui les surclassera toutes et pour toujours. J'ai découvert Terminator un soir de novembre 1995. J'avais 9 ans. Et c'était sur cette cassette Betamax. Je m'en souviens car mes parents étaient invités à dîner chez des amis, j'étais prêt avant eux, et j'étais absolument intenable. Alors, pour que je me tienne tranquille, mon père m'a collé devant la télé en me disant « Regarde ce film ». Premier émerveillement, cette voix off française dramatique à la fin de l'introduction. Puis vint, bien entendu, le thème, inventé par Brad Fiedel. Et je me souviens, lors de ma découverte, que je ne comprenais pas qui était qui entre ces deux types tout nus qui arrivaient au milieu des éclairs. En fait, j'ai même cru que c'était les mêmes. La qualité de l'enregistrement était pas terrible et la télé était plutôt petite. Mais là où j'ai été vraiment subjugué, c'est en voyant ce type se relever encore après s'être pris des coups de fusil pour la seconde fois. J'étais habitué à voir des gens se faire tirer dessus puisque je regardais beaucoup de westerns. Mais là, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et quand on découvre que c'est un cyborg, ce fut pour moi la révélation. Elle était là, c'était ça, l'œuvre que je choisirais toujours parmi toutes les autres. Ce serait Terminator. Et je me souviens d'ailleurs que je m'étais mis à regarder le film en boucle. C'était devenu une véritable obsession. À tel point d'ailleurs que mon père avait fini par planquer la cassette. Et en 1997, j'ai découvert Terminator 2, le jugement dernier. Je me souviens parfaitement du bond que mon cœur a fait dans ma poitrine lorsque mon père m'a tendu la cassette. Et surtout de ce que j'ai dit. Il y a un 2 ! Il y a Terminator 2 ! Waouh ! J'étais tellement pressé de le découvrir. Seulement, c'était encore un enregistrement sur Betamax, et mon père avait loupé le début du film. Du coup, pendant des années, je me suis coltiné une version de Terminator 2, amputée de 16 minutes. Et pour moi, le film commençait tout le temps quand le T-1000 est déjà chez Todd et Janelle. Et comme on n'avait pas de magnétoscope VHS, c'était pour moi impossible de voir le film en entier.
Et on n'avait même plus les chaînes de télé. Mon père enregistrait des films quand il était à Paris pour son travail. Terminator 2, Judgment Day. Il m'aura fallu attendre 2001 pour que je puisse enfin remédier à ce problème. Et c'est également cette année-là que Terminator 1 est sorti en VHS édition spéciale. Et ce fut là ma première déception Terminator. Ils avaient retouché toute la bande-son. Pour commencer, la voix off de Joel Martineau avait complètement disparu de l'introduction du film. 2029. Les machines s'élancèrent descendre du feu nucléaire. La guerre totale pour exterminer l'humanité a fait rage pendant des décennies. Mais l'ultime combat n'aura pas lieu dans le futur. Il sera livré dans le présent. Alors que c'était un texte que j'adorais, que je trouvais culte. Et comme si ça suffisait pas, tous les bruits des coups de feu avaient été remplacés. On est passé de ça à ça. En revanche, et c'était une très bonne contrepartie, cette édition spéciale m'a permis de découvrir les scènes coupées de Terminator 1. Notamment cette scène, la dernière, où on se rend compte que le destin a conduit le Terminator, Sarah et Kyle à leur insu, à l'intérieur d'une usine appartenant à la société Cyberdyne Systems. Et le lendemain, les dirigeants, dépêchés sur place pour constater l'effraction, trouvent, par hasard vraiment, l'UPC du premier Terminator, ainsi que le bras, toujours intact. Et c'est cette scène qui faisait la jonction parfaite avec Terminator 2. Et c'est là que j'ai compris à quel point l'histoire de Terminator formait une boucle temporelle fermée entre 1984 et 2029. Par la suite, et encore plus en découvrant Terminator 3, le mercredi 6 août 2003, j'ai ressenti cette sensation de déterminisme pessimiste au sein de cette mythologie robotique. Pour moi, c'était clair. Toutes les actions menées par les personnages au sein des 3 films faisaient partie de l'empreinte du destin, conduisant au jugement dernier, le samedi 24 juillet 2004. En juin 2009, quand Terminator Salvation est sorti, je me suis demandé comment est-ce qu'il est possible d'intégrer ce film à la boucle temporelle au vu de toutes les incohérences qu'il apporte. Mais heureusement pour nous, ce Terminator 4 nous offrait également de magnifiques opportunités de faire en sorte que tout s'emboîte parfaitement au sein d'un 5e film qui se situerait enfin en 2029. Donc je me suis remis à décortiquer tous les films de long en large, à me demander sans cesse qu'est-ce qui se serait passé si tel personnage avait pris telle décision à un autre moment, ou si ça s'était passé comme ci, ou si ça s'était passé comme ça, etc. Et donc à la base je m'étais juste mis en tête, mais pour moi, j'avais pas prévu encore d'écrire Terminator 5, ça c'est venu après. J'avais donc eu l'idée de faire ce que j'ai appelé l'analyse de la chronique temporelle, un document que j'ai rédigé comme si je m'adressais à des gens qui ne connaissaient pas Terminator, soit parce que ça les intéresse pas du tout, soit ou des gens qui avaient déjà vu les films mais ça faisait longtemps, ou qui n'avaient pas le temps de les revoir, ou pire, convaincre des gens que Terminator c'est génial parce que eux méprisent sans connaître. Des gens qui méprisent Terminator, comment est-ce que ça peut être possible ? Et quand j'en suis arrivé à la partie de 2029, de ce qu'on sait de 2029 à travers ce qu'on a pu voir dans les flashbacks de Terminator 1 et 2, eh bien je suis arrivé au squelette d'une histoire réparant toutes les incohérences de Terminator 3 et Terminator 4. Et parmi donc par exemple les questions que je me posais, c'était Kyle disait à Sarah au sujet du Terminator qu'il était obligé d'attendre qu'il attaque pour pouvoir le repérer. Donc ça soulève plein de questions. Pourquoi est-ce qu'il était obligé d'attendre qu'il attaque pour pouvoir le repérer ? Ça veut dire qu'il ne connaissait pas son apparence. S'il connaissait déjà l'apparence du T800 modèle 101 avant qu'il n'attaque Sarah, alors, je vais faire une parenthèse, qu'il sache que c'est un T800 modèle 101 envoyé pour tuer Sarah, ça on le sait, il le dit dans la voiture ensuite. Mais qu'il sache à quoi il ressemble, c'est possible qu'il ait traversé le temps sans avoir de visuel de son ennemi. Et ça rejoint justement ce qu'il dit, son comportement. J'étais obligé d'attendre qu'il attaque pour pouvoir le repérer. S'il avait déjà connu le visage de son adversaire, il aurait très bien pu attendre dans la rue, directement devant l'entrée de Tech Noir. Or, il ne l'a pas fait. Donc, moi, ce que j'en déduis,
c'est que le T800 modèle 101, enfin en tout cas l'apparence humaine du modèle 101, a été créé peu de temps avant la première utilisation de l'équipement de déplacement temporel. Pourtant, Terminator 4 contredit ce point. Terminator 4 nous dit que le T800 modèle 101 était déjà prêt, en tout cas en un exemplaire, au mois de mai 2018. Alors comment faire en sorte que cette incohérence n'en soit finalement plus une? Comment faire en sorte que toutes les invraisemblances présentées dans Terminator 3 et Terminator Salvation soient des parties normales de ce qui s'est passé entre 1984 et 2029? Et à force de me poser mille et une questions et d'y penser sans cesse, je suis arrivé à mettre en place le squelette d'une histoire pour Terminator 5, se situant en juillet 2029, réparant toutes les incohérences de Terminator 3 et Terminator 4, sans les annuler, et ça c'était le point fort, dans le but de faire la boucle temporelle parfaite avec les films de James Cameron. Quant à la date de juillet 2029, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient du premier scénario de Terminator 2, c'est une invention de James Cameron, donc il fallait que ce soit respecté à la lettre, c'était obligatoire. Et après ça, je me suis mis à écrire. Entre mars 2010 et mars 2011, j'ai réfléchi à ce que devait être Terminator 5. On sait tous ce que le public réclame depuis 2003. Depuis 2003, ça fait plus de 16 ans que Terminator 3 est sorti. Ça fait plus de 16 ans qu'on a vu Skynet déclencher le jugement dernier. Le public, il demande quoi? Il veut la guerre du futur contre Skynet. Alors Terminator Salvation nous avait ouvert la voie. C'était cool. Le problème, c'est que Terminator Salvation, il a été fait par des gens qui maîtrisaient pas totalement Terminator. Et c'est ça le problème. Donc qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le film suivant, donc que ce soit Terminator 5, je veux dire un vrai Terminator 5, indépendamment de ce que j'ai écrit, hein, ou une espèce de reboot comme ils nous ont fait, il fallait, vu l'état de la franchise en 2009, il fallait que le film suivant soit une claque cinématographique au même titre que Terminator 2, c'était obligatoire. Le problème avec les films Terminator, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Terminator 2 a redéfini le code du blockbuster, et c'est à force de courir après ces codes de blockbuster que les films Terminator se plantent. Les films Terminator ne doivent pas être conçus comme de simples blockbusters. Les films Terminator doivent être conçus comme des films d'auteur. Vous devez les faire à part. Réfléchissez Terminator, réfléchissez pas blockbuster. C'est ça le problème. Et on a eu droit à quoi? Terminator Genesis, qui s'est même pas remboursé sur son propre territoire. Cette année, on a eu Terminator Dark Fate, qui a réussi à faire pire que Genesis. C'est quand même pas mal. Peu importe ce qui a été dit dans la presse, comme quoi le film était encensé ou je sais pas quoi. Non. Un film qui est encensé, il fait pas perdre 150 millions de dollars minimum au studio. C'est nul, c'est honteux. C'est honteux. Là, la franchise Terminator, elle est morte. C'est pas juste moi qui le dis. Combien on est à s'accorder à dire ça? Elle est morte. Ou alors... Donc je me suis retrouvé avec un scénario de 175 pages. Voilà. 175 pages de Terminator 5. En anglais, hein. En français, il était un peu plus long. Bon, qu'est-ce que je pouvais bien en faire? J'avais pas d'agent, d'ailleurs, même aujourd'hui, j'en ai pas. J'étais encore au cours Simon à l'époque, et j'avais 2 relations dans ma classe. Donc, toutes les 2 le même prénom, Charlotte. Comme je vais pas donner leur nom de famille, je vais leur donner des numéros. Charlotte 1, Charlotte 2. Alors Charlotte 1, je lui ai parlé de mon projet Terminator 5 parce qu'à l'époque c'était un truc que je faisais dans mon coin, j'en parlais pas autour de moi, mais je suis allé la trouver parce qu'elle, je la savais parfaitement bilingue et je voulais une traduction absolument parfaite. Je voulais pas qu'on ait l'impression de se dire que c'était une traduction avec l'aide de traducteurs automatiques, même si je fais quelques lissages après. Moi, pour ce qui est de mon anglais, je l'ai appris que dans les comics et dans les films. J'ai jamais été aux États-Unis, j'ai jamais été en Angleterre. Donc il me fallait le support de personnes qui avaient déjà été là-bas, mais qui avaient même déjà vécu. Et donc elle a été très intéressée et surprise par mon projet. Et puis quelques jours après, elle est revenue et me parlait et elle me dit mais au fait, moi j'ai parlé de ton histoire à mon copain et mon copain il est dans la finance et il connaît beaucoup de gens et on connaît pas mal de gens, notamment des producteurs aux États-Unis, Mimrancho Pictures. Donc si tu veux, on pourrait leur parler de ton histoire de Terminator 5 et du fait que tu as écrit un scénario. Bah ouais, franchement, ce serait cool, mais tout de suite, les droits de la franchise, ils sont détenus par Pacificor.
Et toujours grâce aux relations du copain de Charlotte, on a pu être mis en contact grâce à un intermédiaire avec Steven Ross de chez Pacificor. Alors à l'époque, Pacificor, c'est la société qui détenait les droits Terminator depuis la faillite de The Halcyon Company. Et Steven Ross, il nous a dit que la société Pacificor gardait les droits uniquement dans un but de spéculation. Donc le scénario, il a été envoyé à Pacificor. D'ailleurs, j'ai toujours le suivi de Chronopost. Là, par contre, il s'est passé un truc bizarre, c'est que sur le suivi, il y a bien écrit que c'est lui le réceptionnaire. Pourtant, le scénario que je lui ai envoyé, il m'est revenu environ un mois après, avec écrit adresse incorrecte. Donc ça, j'ai pas trop compris comment l'adresse avait pu être incorrecte, sachant que c'était lui qui nous l'avait donné et que son nom apparaît bien sur le suivi, comme quoi il est réceptionnaire. Ça, avec mon ami Charlotte 1 et mon ami Charlotte 2, qui était juriste, on n'a pas trop compris. En parallèle de ça, j'ai été à Cannes au mois d'avril 2011 parce qu'il y avait le MIP-TV qui se tenait depuis le lundi 4 avril jusqu'au jeudi 7. Et le lundi 4 avril 2011, il y avait Arnold Schwarzenegger qui était présent au MIP-TV pour présenter son dessin animé The Governator. Et il était aussi là pour faire ses empreintes palmaires et recevoir, être décoré de la Légion d'honneur. République française, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Donc, je suis arrivé à Cannes la veille pour faire du repérage, parce que je connaissais pas la ville, et je suis allé à l'hôtel Majestic Barrière. Donc j'étais là-bas avec 5 notes d'intention. 5 notes d'intention dans 5 enveloppes différentes. La mission que je m'étais mis en tête, c'était arriver à donner ma note d'intention de Terminator 5 à Arnold Schwarzenegger en main propre. C'était une mission très difficile, mais voilà, c'est ce que je m'étais fixé. Donc, le dimanche 3 avril, alors que je viens d'arriver à Cannes, je vais à l'hôtel Majestic Barrière et je me présente à la réception et je demande « Bonsoir, je voudrais savoir si c'est dans votre hôtel que M. Schwarzenegger va descendre et si oui, est-ce qu'il est déjà arrivé ?» Et le réceptionniste me dit « Je n'ai pas le droit de vous répondre, monsieur. » C'était génial, ça voulait dire qu'il était là. Donc, moi je dis au mec, bah merci, et maintenant je sais qu'il est là, donc il était pas très content. Donc je l'ai rassuré, je lui ai dit, moi je suis pas là pour vous demander avoir accès à lui pour des photos ou des autographes, je m'en fiche. Moi je suis là dans une démarche professionnelle, voilà mon projet. J'ai sorti ma note d'intention, je lui ai demandé s'il pouvait la garder et la remettre soit au service de sécurité d'Arnold Schwarzenegger, soit à son service de presse. Le type m'a dit qu'il ferait ce qu'il pourrait, c'était pas certain qu'il y arrive, mais qu'au moins il gardait l'enveloppe. Alors, j'étais content d'avoir, entre guillemets, réussi ma première tentative, entre guillemets, parce que peut-être que le réceptionniste m'a dit ça pour que je lui foute la paix. Comme ça, moi, de mon côté, je suis content d'avoir réussi, entre guillemets, à avoir donné ma note d'intention, et lui, de son côté, il la fout à la poubelle, comme ça, il risque pas de se faire engueuler à avoir essayé de filer un paplard à Arnold Schwarzenegger alors que c'est pas son rôle. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs lettres. Je voulais pas que la note d'intention, je voulais pas que la remise à Arnold Schwarzenegger de ma note d'intention ne dépende que d'une seule personne. Ça a été beaucoup trop risqué, je voulais pas avoir fait le voyage pour rien. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé à nouveau à Cannes, Arnold Schwarzenegger était déjà en train de quitter le Palais des Congrès, entouré de toute une nuée de journalistes et de quelques gardes du corps. Mais ça va, comme c'est pas le festival de Cannes, c'était quand même facile de l'approcher. Et du coup, j'ai pu m'infiltrer dans le groupe de journalistes. J'ai sorti une deuxième note d'intention de mon sac. J'ai commencé à parler à un des deux mecs qui accompagnaient Arnold, qui m'a écouté. Alors là, grâce au stress, je suis devenu bilingue instantanément. Et il a appelé ensuite son autre collègue. Et son autre collègue, c'était Adam Mendelsohn. C'était le directeur de la communication d'Arnold Schwarzenegger depuis qu'il était gouverneur. Donc le mec, il sort la note d'intention de l'enveloppe. D'ailleurs, on peut le voir là sur cet extrait d'image qu'il a l'enveloppe dans la main. Il se met à lire la note d'intention dans la rue, il s'occupe plus du tout de ce que fait Arnold Schwarzenegger, puis ensuite il me dit, bah écoute, ça c'est intéressant, je garde l'enveloppe avec moi et j'en parle à Arnold dès qu'on a tout terminé. Moi je fais ok, très bien, moi de toute façon je reste dans le coin. Donc eux, ils ont continué de marcher jusqu'au Majestic Barrière. Donc Arnold Schwarzenegger
et son directeur de la communication et ses gardes du corps et compagnie, ils sont entrés dans le Majestic, voilà, parce qu'il y avait encore un peu plus d'1 heure ou 2 heures à attendre avant la cérémonie pour la remise de la Légion d'honneur. Donc moi je suis resté sur le parvis de l'hôtel, parce que je me suis dit, bon, le directeur de la communication, il a ma note d'intention, donc il l'a potentiellement eu 2 fois, c'était les mêmes, hein. Et donc je vais rester bien visible sur le devant de l'hôtel, comme ça si lui de son côté il a lu la lettre, et si jamais il se dit bah, il est où ce petit français, faites-le venir, on va lui poser des questions, ou j'ai envie de le rencontrer, au moins il pouvait me voir depuis les fenêtres, depuis l'accueil. Bon, ben ça n'est pas arrivé. Entre temps il y a les journalistes qui commençaient à arriver pour la cérémonie, et alors j'ai parlé à un gars de France 3. Je lui ai expliqué pourquoi j'étais là, et je lui ai dit il faut absolument que j'arrive à entrer dans le Majestic Barrière, déjà parce que j'aurais bien aimé assister à la cérémonie, et j'y suis arrivé. Le gars, alors j'étais même prêt à le payer, le type, hein. Il m'a dit non c'est bon, garde ton argent, je vais te faire passer pour mon assistant, tu vas prendre le pied de caméra, mais j'attends de toi un comportement absolument professionnel. Il n'y a pas eu de problème, j'ai été très professionnel, donc on s'est installé devant l'estrade. Alors les journalistes, ils s'étaient mis en fer à cheval devant l'estrade. On recule, on peut se reculer un peu. On voit très mal pour faire les photos. Vous voulez que je fasse quoi? Non, faire reculer les gens vers nous. Est-ce que les gens ici peuvent reculer? Est-ce que vous pouvez reculer un petit peu, mais c'est difficile. Pour que les photos soient travailler. Messieurs, vous me dites quand ça va. Et moi je me suis mis à l'avant pour être dans le champ des autres appareils photo et caméras des autres journalistes. Comme ça, je me suis dit, je vais pouvoir retrouver des images de ça sur internet, je vais forcément pouvoir retrouver des cadrages où je vais apparaître dedans. Comme ça me servira de preuve quant à ma présence à Cannes ce jour-là, des preuves formelles qui sera impossible de nier. Parce que c'est facile de dire ouais je suis allé à Cannes, j'ai vu Arnold Schwarzenegger, mais sans photo, sans vidéo, bon c'est facile de dire que je raconte n'importe quoi. Et à la fin de la cérémonie, quand Arnold est descendu de l'estrade, et ben là je me dis c'est le moment. Je sors ma 3e note d'intention et je lui tends comme ça. Et lui il passe, il pousse mon bras avec sa poitrine, comme on peut le voir là sur la vidéo. Il me jette un coup d'œil rapide pour se demander c'est qui ce mec qui essaye de me filer un truc, et ben il l'a pas pris. Alors je suppose, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a la consigne de rien prendre quand on lui tend quelque chose. Donc il y a eu la fin de la cérémonie. Ensuite Arnold il a été sur une terrasse pour faire des photos en extérieur avec le PLV de The Governator. Moi à chaque fois je suis resté pas loin. Toujours l'objectif principal, remettre la note d'intention en main propre. Alors là, j'avais quand même réussi à distribuer une 3e note d'intention, parce que quand Schwarzenegger a repoussé mon bras et qu'il est sorti, il y a une journaliste, cette dame-là qu'on voit sur cet extrait vidéo, cette dame donc elle m'a dit qu'elle devait interviewer Arnold Schwarzenegger et qu'elle pouvait lui remettre ma note d'intention. Donc je lui ai dit que j'en avais déjà donné 2, mais que je savais pas si ça allait arriver jusqu'à lui. Elle a dit ok, elle l'a prise avec elle. Donc 3 notes d'intention distribuées sur 5 déjà. Donc ensuite, comme je l'ai dit, Arnold Schwarzenegger a fait des photos sur la terrasse avec le PLV, puis ensuite c'était l'heure pour lui de déjeuner, donc il a marché jusqu'à la marina. Qu'est-ce qu'il marche vite? C'est pas possible, mais lui en une enjambée on dirait qu'il fait 1m20 quoi. Et lui il marchait, les gens couraient quoi, c'était incroyable. Il est monté sur un yacht, il a pris son repas, ça a duré environ 1h30, donc il y avait quelques personnes qui attendaient qu'il descende, quelques fans qui voulaient des autographes. Moi j'attendais toujours avec ma fichue enveloppe. Quand il est descendu, j'ai pas pu l'approcher, il est monté directement dans une voiture et la voiture est partie. Et comme je ne suis pas Tortue Géniale et que je ne cours pas à 60 km/h, et ben je n'ai pas couru après la voiture. Ce que j'ai fait après, c'est que moi je suis resté à Cannes jusqu'au lendemain, puisque mon retour n'était programmé que le lendemain. Et je suis rentré à Paris, et puis j'ai pas eu de nouvelles. Après coup, il n'y a pas eu le moindre retour. Bon, j'avais réussi donc à distribuer 3 notes d'intention sur 5, mais... Cela dit, je suis quand même content d'être allé là-bas. J'ai pu voir Arnold Schwarzenegger de très près, tellement près qu'à un moment on était épaule contre épaule pendant qu'il marchait. J'ai vu le Terminator en vrai, rien que pour ça j'étais très content. Alors ensuite, peu de temps avant le début du festival de Cannes, donc toujours en l'an 2011, il y a mon amie Charlotte Hein qui est venue me voir. Alors, je crois qu'elle a... Alors dans ma tête c'était assez proche entre le moment où je suis revenu de Cannes du MIPTV et le moment où elle m'a parlé de ça.
Pourtant, j'ai aussi le souvenir que c'était assez proche du festival. Pourtant, il s'était quand même écoulé plus d'un mois entre le MIPTV et le festival de Cannes. Mais elle m'a dit qu'elle avait donc envoyé tout mon dossier à Mimran Shore Pictures et que Jordan Shore voulait nous rencontrer pour Terminator 5 et qu'il voulait nous voir au festival de Cannes. Alors, elle était super contente, c'est génial, on a rendez-vous avec Jordan Shore, on va pouvoir parler de Terminator 5, tu vois, ça commence à devenir un peu concret, là, ton projet, c'est franchement super. Moi, je suis resté un peu plus stoïque, parce que, d'abord, on était à moins d'un mois du festival, je crois qu'on était à 2 semaines quand elle m'a dit ça, 2 semaines du rendez-vous. J'avais pas d'accréditation, j'avais pas prévu d'essayer d'en avoir une, je savais même pas comment est-ce qu'on faisait pour en avoir. Elle m'a dit t'inquiète pas, c'est pas un problème, le rendez-vous il est fixé, on va se débrouiller, on arrivera à lui parler, accréditation ou non. Je fais ok, mais pour le logement, parce que là tout est complet, hein, donc bon, ça j'ai réussi à me débrouiller. Et du coup j'avais programmé, enfin le rendez-vous était programmé pour le jeudi 12 mai 2011. Et en parallèle de ça, mon amie Charlotte II, donc mon amie juriste, elle m'a obtenu un rendez-vous avec une agent de chez Cinéar, Karen Adler. C'était bien. 2 rendez-vous professionnels pour le Festival de Cannes liés à Terminator 5. Donc, mais, comme toujours, je reste stoïque et je ne considère les choses comme acquises qu'une fois qu'elles sont acquises. Et encore, même après ça, je continue d'être méfiant. Du coup, Charlotte I était vraiment super contente, moi j'étais plus réservé. Et finalement, j'ai eu raison d'être plus réservé, puisque le jeudi 12 mai 2011, au moment pile où j'étais en train de monter dans le TGV, il y a Charlotte qui me téléphone, donc Charlotte 1 qui me dit oui, mauvaise nouvelle, il y a Pacificor qui vient de remettre les droits en vente. Donc vu son ton, je savais très bien ce que ça signifiait. Elle m'a dit que les enchères avaient déjà atteint 20 millions de dollars, que c'était trop cher pour David et Jordan, qui se retirait et que Jordan annulait le rendez-vous. Bon. Qui se retire parce que c'est trop cher, ça c'est normal. Après tout, je suis personne, j'ai même pas encore fait mes preuves. C'est normal que des gens veuillent pas investir des millions de dollars sur un gars qu'ils ont même pas rencontré. Par contre, là où j'ai été déçu, c'est que le rendez-vous saute indépendamment du fait qu'ils puissent pas s'occuper de racheter les droits. Moi, j'aurais bien aimé les rencontrer et ne serait-ce que parler de mon projet, même à des gens qui n'auraient pas eu d'implication dedans après. Bon, ça c'était un peu dommage. Par contre, le rendez-vous avec Karen Adler, lui, il n'a pas sauté. Donc je suis allé à Cannes et j'ai rencontré Karen avec mon ami juriste. Mais Karen, donc, elle n'a pas voulu me représenter, toujours pour les mêmes raisons, c'est que j'étais personne. Et donc elle voulait pas prendre de risque à représenter quelqu'un qui sortait de nulle part, quand bien même j'avais comme projet Terminator 5, parce que c'était quand même un trop gros projet par rapport à qui j'étais. Donc elle voulait pas prendre de risques, et je lui en veux pas, c'est normal qu'elle ait réagi comme ça. Elle nous a dit, trouvez Megan Ellison sur la croisette, proposez-lui votre projet, et si elle est d'accord, alors je deviendrai votre agent. Nous on a dit d'accord, on va faire comme ça marche. Par contre, Karen, elle savait où on pouvait trouver Megan Ellison sur la croisette, mais pour les mêmes raisons qu'elle a refusé de me représenter d'emblée, elle n'a pas voulu nous dire où était Megan, elle nous a dit de nous débrouiller pour la trouver. Donc ça, par contre, c'était plus difficile. Avec mon amie Charlotte, on a vérifié tous les hôtels, même en dehors de Cannes. On a cherché des réservations au nom d'Annapurna Pictures, au nom de Megan Ellison, mais on n'a rien trouvé. Donc il nous restait quoi comme option ? Scanner tous les visages de tous les professionnels qui passaient par le tapis rouge. Bon, c'était long. On l'a fait. Seulement, on l'a fait en étant biaisé. On l'a fait en étant biaisé parce que la photo de Megan Ellison qui tournait à ce moment-là, depuis le début du Festival de Cannes, au sujet du rachat des droits, parce que Megan Ellison, elle est sortie du bois pour s'intéresser à Terminator en doublant tous les autres studios qui voulaient les racheter, parce qu'il y avait aussi Universal qui voulait racheter Terminator. Ça faisait déjà depuis février ou mars que Universal parlait de mettre Justin Lin sur Terminator 5, au vu des résultats que ferait Fast and Furious 5. C'est-à-dire que si Fast and Furious 5 allait faire un carton, c'est Justin Lin qui serait sur Terminator 5 si jamais ils arrivaient à récupérer les droits. Bon, c'était sûr et certain que Fast and Furious 5 ferait un résultat monstrueux
Et c'était sûr et certain que si Justin Lin, 2 fois de suite, arrive à écraser le box-office avec Fast and Furious, c'était sûr que Universal allait lancer un Fast and Furious 6, et c'était sûr que Justin Lin ne serait pas débouté. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Fast and Furious 6 a été officialisé, et Justin Lin, il a dit, bon bah je laisse tomber Terminator, je m'occupe de Fast and Furious. Seulement, entre-temps, Justin Lin, il avait déjà commencé à parler de ses idées quant à la suite de Terminator. C'est lui qui a pitché le retour de Sarah Connor, c'est lui qui a dit qu'à cause des histoires de voyage dans le temps, c'était possible d'écrire ce qu'on voulait, et c'est lui qui a fait lancer la rumeur, comme quoi Kyle Reese serait de retour, joué par Paul Walker. Donc un film où Kyle et Sarah étaient à nouveau ensemble. Et ça fait un peu écho à ce qu'on retrouve dans Terminator Genesis. Alors je suis en train de me demander, est-ce que Terminator Genesis a été écrit par Patrick Lussier et Laeta Kalogridis à partir d'un pitch fait par Justin Lin? Parce que franchement, si c'était ça, si la vision de Terminator Genesis c'est déjà ce qu'avait Justin Lin en tête, ça ne fait que confirmer, enfin ça ne ferait que confirmer que Justin Lin n'était absolument pas fait pour Terminator 5. Ni Laeta Kalogridis, ni Patrick Lussier d'ailleurs. Donc, pour en revenir de Megan Ellison, donc nous on cherchait cette dame, d'après les photos qui tournaient d'elle, mais ça c'est pas du tout Megan Ellison. Cette dame c'était la copine du père de Megan Ellison. Parce que Megan Ellison c'est elle. Mais à l'époque il n'y avait pas de photo d'elle qui tournait. Aucune. Megan Ellison c'est une femme qui est très discrète. Elle a le droit d'être discrète. Bon. Nous, en tout cas, on était en train de chercher la mauvaise personne. Si ça se trouve, Megan Ellison, elle est passée devant nous sans qu'on le sache. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que j'aurais vraiment aimé avoir une conversation droit dans les yeux avec cette dame. J'aurais vraiment aimé lui parler. Il y a un tel fossé entre dire en vidéo, mais j'ai une passion pour Terminator, j'ai une histoire, et dire la même chose droit dans les yeux à quelqu'un, c'est pas du tout pareil. Ce sera toujours plus facile d'arriver à convaincre quelqu'un quand on l'a en face de soi que quand on doit passer par vidéo interposée et que cette personne ne nous connaît même pas. C'est hyper difficile de passer au-delà de la barrière de fans pour entrer dans le milieu professionnel. Eux, de leur côté, comment est-ce qu'ils voient la chose? Nous, on est les pros, notre rôle c'est de faire les films, et vous, votre rôle c'est d'être fan et c'est de payer pour les voir. Sois fan, mais ne le sois pas trop. Mais moi, je le suis énormément. Je le suis énormément. Je le suis énormément. Donc, Megan Ellison, elle a remporté les droits. Voilà. On n'a pas réussi à la trouver sur la croisette. Il a fallu qu'on rentre à Paris, mais moi, j'en démordais pas. Maintenant, la nouvelle cible à atteindre, c'était Megan Ellison. Alors comment faire en sorte d'accéder jusqu'à elle? Et ça m'énervait parce que ça voulait dire reprendre le travail de prospection à zéro. Parce que même si j'avais eu la chance d'avoir cette fille de ma classe qui m'a permis de me faire connaître, entre guillemets, parce que ce sont des gens que j'ai jamais rencontrés, tous les contacts ont été faits soit par email, soit par téléphone, avec David Mimran et Jordan Schur et Steven Ross, mais parce que bon là ils avaient des contacts, mais là ils n'avaient pas de contact direct avec Megan Ellison. Donc Charlotte 1, elle a beaucoup insisté auprès de Jordan Schur, qui nous a dit être ami avec l'avocat de Megan Ellison, Skip Bricknam, et qu'il allait lui envoyer tout le dossier et insister pour que ça arrive jusqu'à Megan Ellison. Donc le dossier, ça contenait le scénario, le synopsis, la note d'intention, mais tout était au format PDF. Et environ une semaine après, eh bien, on a eu la réponse de Megan Ellison, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cher Skip, merci pour l'intérêt que porte Florent pour Terminator, mais tu comprendras qu'à l'heure actuelle, on ne peut rien prendre concernant ce projet, donc je te rends le dossier non lu et non ouvert. Et le problème, c'est bien qu'elle ait dit ça, non lu et non ouvert, car comment prouver qu'un PDF a été ouvert ou non? Moi, quand j'ai découvert Terminator Genesis, et là, quand j'ai découvert Terminator Dark Fate, et même quelques trucs dans le dernier jeu vidéo Terminator Resistance, eh ben, disons que si l'histoire que j'ai écrite était faite aujourd'hui en film, on pourrait être tenté de dire qu'il y a des trucs que j'ai pris dans Genesis, Dark Fate et Resistance. Pourtant, c'est pas le cas. Alors, je suis pas en train de dire qu'on m'a volé,
Hein, j'accuse personne de vol. Après tout, eux aussi, ils ont très bien pu arriver aux mêmes idées que moi. Bon, cependant, c'est vrai qu'il y a eu certains moments où j'ai eu de légers doutes. Et d'un autre côté, je me dis, mais si j'ai de légers doutes et que ces doutes sont avérés, ça veut dire qu'ils ont quand même lu ce que j'ai écrit, donc ils s'y sont quand même un peu intéressés. Et si c'est le cas, je suis vraiment déçu qu'ils ne se soient pas intéressés pour de vrai à ma personne et qu'ils n'aient pas cherché à me parler pour en savoir un peu plus sur ce que j'avais à dire. Ou alors s'ils m'ont vraiment piqué des trucs, pourquoi ne pas tout me prendre, hein? Au moins la franchise serait dans un bien meilleur état que ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, d'un autre côté, ça m'aurait quand même saoulé parce que si j'ai fait tous ces efforts, c'est pas non plus pour rien avoir en retour. Et quand je dis rien avoir en retour, je parle pas d'argent. Moi, ce que je veux, c'est que Terminator renaisse. C'est ça mon but, c'est ça mon rêve. Maintenant, et c'est là tout le but de cette vidéo, c'est à vous que je m'adresse, David Ellison et Megan Ellison, si tant est que ça puisse parvenir jusqu'à vous. Vous avez trahi Terminator. Vous avez délibérément détruit la franchise en laissant des gens ayant une incompétence de niveau olympique gérer ce que devait devenir la saga. Et je me pose des questions, et je dois pas être le seul. Megan, est-ce que tu serais capable de prendre la parole publiquement et expliquer pourquoi tu t'es à ce point précipité pour racheter les droits en juin 2011 ? David, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu cherchais à prouver au monde et aux fans de Terminator avec Terminator Genesis et avec Terminator Dark Fate ? Quand Tim Miller dans la presse révèle que tu es allé le chercher en ayant les mains vides, hein, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est dit dans la presse, par exemple dans ce magazine. Hein, bon là ce magazine c'est le Mad Movies classique. Nouvelle édition, augmentée et revisitée. Donc c'est sorti très récemment. Quand David Ellison m'a proposé ce Terminator, il n'y avait rien d'écrit, pas de scénario. Seulement la volonté de faire un autre Terminator. David m'a clairement annoncé. Nous voulons poursuivre la saga et tu es l'homme qu'il nous faut. À ce stade, nous ne savions même pas que nous allions faire revenir Sarah Connor. Nous nous sommes ensuite réunis dans une pièce avec James Cameron et David Ellison pour parler d'un tas de choses relatives au projet. Nous nous sommes par exemple demandé si l'histoire devait se dérouler dans le présent, le passé ou l'avenir. Vous vous êtes demandé si l'histoire devait se dérouler dans le présent, le passé ou l'avenir. Mais rien qu'en vous posant ce genre de questions, ça démontre que vous ne connaissez pas Terminator. Vous n'y connaissez absolument rien. Hein, et concernant les propos, donc j'ai pas pris le journal juste pour le lire, mais aussi pour le montrer face caméra. Hein, quand David Ellison est venu me chercher, quand David Ellison m'a proposé ce Terminator, il n'y avait rien d'écrit, pas une ligne de scénario. Quand David Ellison m'a proposé ce Terminator, il n'y avait rien d'écrit, pas une ligne de scénario, pas une ligne de scénario, pas une ligne de scénario. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Et après vous venez pleurer, oh, les gens ils ont pas aimé mon film, là tout ce que j'entends c'est ouin. Hein, comme dirait Astronogeek, et il a raison quand il se fout de la gueule des gens en disant ouin. Même pas une direction artistique à prendre, vous n'y connaissez strictement rien. Est-ce que David Ellison, est-ce que tu es au courant de toutes les démarches que j'ai effectuées à l'époque, il y a plus de 8 ans, pour arriver jusqu'à ta sœur ? Est-ce que tu es au courant que ta sœur m'a rembarré sans me lire en 2011 ? Et je sais pas, franchement, vraiment, je sais pas ce qu'est le pire. Qu'avant d'aller faire Dark Fate, tu savais qu'il y avait un scénario en France fait par un fan et t'en as rien eu à faire, ou alors elle t'en a jamais parlé. Et je sais pas ce qu'est le pire. Parce qu'à ce moment-là, faut vraiment que tu aies une conversation avec ta sœur. Faut vraiment que tu lui demandes pourquoi elle t'a pas parlé de moi. Alors, moi je pense que si elle t'a pas parlé de moi, c'est qu'elle en a strictement rien à faire de moi et qu'elle m'a certainement oublié. Mais si elle m'a oublié, c'est une énième preuve que vous, les Ellison, vous n'êtes pas fait pour Terminator. Qu'est-ce que vous foutez avec les droits ? Pourquoi vous les avez rachetés ? Mais occupez-vous d'autre chose. Allez faire d'autres films, allez faire Mission Impossible 7, 8, 9, 10, 11, 12 si vous voulez, mais arrêtez de toucher à Terminator. C'est pas possible. Vous connaissez pas votre sujet. Alors abstenez-vous de faire les films Terminator. Ou alors faites-en un autre, mais faites-le d'une manière bien précise. Et vous avez qu'une façon. Là, il vous reste une seule façon, une seule possibilité de sauver l'affaire. Il y en a pas d'autre, c'est fini. Soit vous faites ce que je vous propose, soit c'est mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va demander son avis à mon ami. Tiens, c'est une idée.
c'est mon ami, le Terminator. Un vrai, et il est vivant. Hein. On a l'impression que c'est moi qui le fais bouger, mais ce n'est pas du tout ça. Il est animé d'une volonté propre. I swear, he's alive. It's alive. On va se marier. Alors, moi j'ai une petite idée. On pourrait faire une proposition à David Ellison et Megan Ellison, ou à n'importe quelle autre personne qui aurait la volonté, ou je dirais plutôt le courage, de faire un nouveau film Terminator. Eh bien, venez en France, venez me rencontrer. Bon, d'un point de vue logistique et financier, c'est plus simple pour vous de venir jusqu'à Paris que moi jusqu'à Los Angeles. Hein ? Et puis, Paris, c'est une belle ville, on pourra faire des visites. En ce moment, il y a les grèves, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. On se débrouillera. Alors, qu'est-ce qu'on fait, David ? Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir si t'as le courage de te relancer dans la production d'un film Terminator. Bien qu'il semblerait que ce soit James Cameron qui ait récupéré les droits cette année, je sais que vous avez encore un deal entre vous parce que vous y croyez encore. Hein ? Mais si vous y croyez encore dans un contexte de faire des suites à Terminator Dark Fate, ça vous pouvez oublier tout de suite. Hein. C'est même pas la peine d'y songer. Arrêtez, oubliez Terminator Dark Fate, oubliez Terminator Genesis. Hein. C'est mort. C'est fini ça. On n'en veut pas. Personne n'en veut. Arrêtez tout de suite. Parce que là, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que la franchise, elle est morte. Hein ? Elle est morte. Mon pauvre Coco. Tu te rends compte qu'ils t'ont mis au cimetière des franchises ? Mais moi, je vais te déterrer. Puisque vous aimez faire des films Terminator qui ne prennent jamais les précédents en compte, ce sera donc pas une hérésie de vous demander d'annoncer au public que vous ne prenez pas Dark Fate en compte, ni Terminator Genesis, mais que vous revenez à une histoire reprenant là où s'était arrêté Terminator Salvation. Donc une histoire, Terminator 5, qui sera la suite de Terminator 1, Terminator 2 le jugement dernier, Terminator 3 le soulèvement des machines et Terminator Salvation. Il faut que Terminator 5 soit un film brutal, violent, triste, cynique, sarcastique, noir, aussi sombre que l'était Terminator 1, le même niveau d'action que Terminator 2, la même sensation de désolation et de désespoir provoquée par la fin de Terminator 3 et le côté froid et réaliste de Terminator Salvation. Et je dis bien Terminator 5, Terminator avec le chiffre 5 dans le titre. Hein ? Un Terminator qui sera classé R. Et encore le top du top, ce serait une classification NC-17. C'est génial NC-17, c'est encore plus brutal. Oui, c'est des bonnes idées ça. Hein. Alors voilà la proposition, on a fait une super proposition à David Ellison là. Hein. Franchement, viens David, viens à Paris. Allez s'il te plaît. Et un peu de courage et un peu de cran. Comment tu vas t'en sortir là après l'échec de Dark Fate ? C'est pas possible, il faut que tu te relèves. Hein. Mais se relever, ça veut pas dire faire la suite de Terminator Dark Fate, ça veut pas dire faire une suite à Terminator Genesis, on n'en veut pas. On veut la suite de Terminator 1, 2, 3, 4. On veut la guerre du futur contre Skynet. Et il n'y a qu'un moyen de la raconter, cette histoire. Le scénario est prêt, la note d'intention est prête, le synopsis est prêt. D'ailleurs, je vous le redonne. En juillet 2029, la résistance menée par John Connor s'organise en vue de mener la bataille finale. De son côté, Skynet, depuis les événements destructeurs de 2018, travaille activement sur la création de l'équipement de déplacement temporel. Et si le meilleur moyen de tuer John Connor était d'arriver à envoyer des Terminators dans le passé ? Alors combien de fois j'ai vu Terminator, hein ? Dis-moi un chiffre ? C'est tout ? Non, beaucoup plus ! Mais non, beaucoup plus, je te dis ! Allez, une dernière tentative, après je donne la réponse. Beaucoup plus ! J'ai vu Terminator 1 et 2 plus de 3500 fois chacun maintenant. Terminator 3 et Terminator Salvation, j'ai dû les voir entre 500 et 600 fois. Et je les ai sur tous les supports, je les ai dans mon iPhone, dans mon ordinateur, je les ai en Betamax pour ce qui est de Terminator 1 et 2, je les ai en VHS, en Laserdisc, en DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D, même Blu-ray 4K. Enfin en tout cas pour ce qui est de Terminator 2, j'ai pas encore acheté Terminator Salvation en Blu-ray 4K parce que je voulais voir si c'était un vrai 4K, ce que j'espère, mais si c'est juste un upscaling, ça me fera... je vois pas trop l'utilité de dépenser 30 € pour des upscales. Donc voilà,
Hein? Vous annoncez haut et fort que vous avez un scénario pour Terminator 5 qui répare toutes les incohérences du 3 et du 4 sans les annuler dans le but de faire la boucle temporelle parfaite avec Terminator 1 et 2, et je vous garantis que vous allez faire un très bon buzz. Évidemment, il y aura des gens qui seront sceptiques, mais ça c'est de votre faute. C'est vous qui avez fait Genesis, c'est vous qui avez fait Dark Fate, vous allez devoir payer les pots cassés. Terminator doit continuer de la façon dont je l'ai écrite. Et allez pas dire que 175 pages c'est trop long, ça fait quoi? Ça fait un film de 3 heures? Et alors? Si une histoire est bien, les gens ne rechignent pas à aller la voir. Avatar, Titanic, Avengers 3 et 4, des films hyper longs, et pourtant ça les a pas empêchés d'être de formidables succès. Et c'est pas non plus la classification qui va gêner qui va gêner le public pour aller voir un film. Terminator 2, qui était le premier film le plus cher de toute l'histoire du cinéma, avec la barre des 100 millions de dollars atteinte, il a été classé R sans la moindre hésitation, et ça l'a pas empêché d'être un carton monumental. Et là, enfin, on pourra remontrer au monde ce qu'est une véritable histoire Terminator. Vous devez m'avoir avec vous. Non, sérieusement, arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez. On veut pas la suite de Dark Fate. On veut pas du Genesis. On veut pas de reboot, de remake, de trucs et de machins qui n'ont aucun rapport avec Terminator. Faites la suite des 4 films. Faites Terminator 5 tel que je l'ai écrit. Prenez-moi avec vous. C'est soit ça, soit vous aurez plus jamais de film Terminator, ou alors ce sera un nouvel échec commercial. Alors pour ce qui est du casting, il y a un peu plus d'un mois, je suis passé dans le live YouTube La Séance de Minuit. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse et je remercie une nouvelle fois Damien de la chaîne La Séance de Minuit de m'avoir permis de m'exprimer au sein d'un live qui était très sympathique, où j'ai parlé de l'histoire du projet, tout ce que j'avais fait pour arriver jusqu'à Megan Ellison. J'en ai même dit un peu plus. Et d'ailleurs, je vous invite fortement, si vous ne connaissez pas sa chaîne, à aller la découvrir. Vous pourrez d'ailleurs réécouter ses lives. Par contre, ils sont longs, 7h30 pour le premier, et je sais pas, environ 3 heures pour le deuxième. Cela dit, je reviens essentiellement sur ce que j'ai dit là dans cette vidéo, mais j'en dis quand même un peu plus. Il y a des trucs inédits dans le live qui vont vous intéresser, si vous avez des doutes. Pour ce qui était du casting, puisqu'on en a parlé donc au sujet dans le live, je suggérais l'idée que le casting de Terminator Salvation revienne. Bon, ça j'en ai pas parlé dans le live, mais je le dis tout de suite, sauf Sam Worthington, puisque Marcus Wright est mort. Et en ce qui concerne Kyle Reese, puisqu'Anthony Elchin est décédé il y a pas mal de temps, c'est quand même récent, je proposais Chris O'Connell, qu'on a pu voir dans le film de Angelina Jolie, Invincible. Et en nouveauté, je proposais Ted Levin et Danny Trejo, j'ai jamais su prononcer son nom, d'ailleurs vous pouvez me corriger dans les commentaires, m'indiquer comment est-ce que son nom doit être prononcé. Pour ce qui est des autres nouveaux personnages, il y en a pas mal de nouveaux, mais j'avais pas vraiment pensé qui devait jouer qui. Et sinon, pour jouer John Connor, alors si jamais Christian Bale ne voulait pas revenir, dans le live j'avais proposé, alors c'est un acteur dont je connais pas le nom, mais on peut le voir dans la pub Mercedes Escape to the Mountain, une pub Mercedes qui date de 2011. L'acteur ressemble un peu à Hugh Jackman d'ailleurs. Alors évidemment, il faut le prendre en compte tel qu'il apparaît à la fin quand il s'est rasé et qu'il est en costard. Pas dans sa version Robinson Crusoe. Mais je trouvais qu'il avait un visage sympathique et qu'il avait l'âge surtout de jouer John Connor. Edward Furlong, là pour Terminator 5, il serait trop jeune pour le coup. Même si évidemment j'adorerais revoir Edward Furlong en John Connor. Qu'est-ce que j'allais dire? John Connor en Terminator. Oui, malheureusement, Edward Furlong, là, pour le coup, il serait trop jeune d'une bonne dizaine d'années. Ou alors, il faudrait attendre 2029 pour que le film se fasse. Je l'ai dit, on n'est plus à 10 ans. Au vu de l'état de la franchise, ce serait pas étonnant que le prochain film n'arrive que dans 10 ans. Et dans ce cas-là, ouais, ça serait bien que Edward Furlong reprenne le rôle de John Connor. Bon, par contre, il faudrait que Edward Furlong ait vraiment... Enfin, si on était dans le style de ce que j'ai écrit, il faudrait vraiment qu'Edward Furlong ait l'apparence physique de Michael Edwards dans l'intro de Terminator 2. C'est primordial, faut vraiment qu'il y ait une jonction parfaite, nette et précise. Pour ce qui est de la musique, Brad Fiedel, il faut Brad Fiedel pour Terminator. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il était parvenu après le 2.
Alors, à l'époque de Terminator 3, j'avais entendu, enfin je sais pas si c'est un souvenir que je m'invente ou si c'est un truc que j'ai lu, qu'il était devenu vendeur dans une boutique de planches de surf. À mon avis, je crois que je dois me tromper. En tout cas, bon, s'il veut parvenir, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut réutiliser le matériel qu'il utilisait à l'époque, ça c'est sûr et certain. Il y a des morceaux des bandes originales de Terminator 3 et de Terminator 4 que j'ai appréciés, mais pour le fond, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on avait fait appel à des orchestres pour faire la bande originale de Terminator. Je sais pas, vous avez oublié le sujet des films, les mecs. Ça parle de machines. C'est normal que Terminator ait une bande originale faite de musique électronique. Ça va avec son sujet. Et d'ailleurs, les BO de Terminator 1 et 2, hormis le thème, c'est plus des sons que des notes. Et c'est ça aussi qui fait toute la force des bandes originales de ces films. Sinon, j'avais pensé à Max Richter, qui fait des musiques très tristes. Ou sinon, et ça j'en ai pas parlé dans le live, mais pourquoi pas les Daft Punk. Les Daft Punk ont fait un travail absolument fantastique sur Tron l'Héritage. Ils sont fans de Terminator. Hein, ça, ils avaient quand même donné des interviews à l'époque de Tron l'Héritage. Ils avaient dit qu'ils étaient fans de Terminator. Et même que le thème de Tron l'Héritage avait été fait, enfin, que quand ils l'ont composé, ils avaient les notes de Terminator en tête. Donc je pense que avoir écrit Terminator 5 avec musique composée par Daft Punk, ça sera un très bon argument commercial. Voilà, donc c'était ma réaction quant au beat de Terminator Dark Fate, et aussi accessoirement celui de Terminator Genesis, même si en ce qui concerne ce film, j'avais déjà fait une critique vidéo en 2015 sur mon autre chaîne, Le Garçon du Futur. Je vous mets aussi le lien en description. Et d'ailleurs, bon, c'est une chaîne que je n'alimente plus, mais voilà, parce qu'à l'époque j'avais essayé d'être youtubeur, ça n'avait pas fonctionné. J'ai laissé les vidéos en ligne, comme ça, bon, si des gens veulent les regarder, et que ça les amuse, et enfin je veux dire, dans le sens où s'ils les trouvent amusantes, eh bien tant mieux pour eux. Hein. Il y avait une vidéo sur le voyage temporel, une vidéo sur le Père Noël, sur la bagarre virtuelle. J'avais aussi fait un test de caméra cachée au Puy-en-Velay, où je me trimballais avec une poussette dans laquelle j'avais installé un squelette de la taille d'un bébé avec des fringues et tout. Ça m'avait bien fait marrer ce truc. Et après, je m'étais plus orienté sur les critiques de films. J'avais fait Maggie, j'avais fait Demolition Man, Terminator Genesis, j'avais fait San Andreas, j'avais fait La Résistance de l'air, j'avais fait Qui c'est les plus forts. Et puis après, je m'étais arrêté parce que j'étais parti en vacances, et puis après j'avais repris des études à la rentrée, donc j'avais plus du tout le temps de me lancer dans des vidéos YouTube. Il faut dire qu'il y avait tellement peu de retours sur ce que je faisais que ça m'avait un peu... Enfin, je me disais, voilà, il n'y a pas vraiment de gens qui accordent d'importance à ce que je fais, donc vu que j'ai pas vraiment de public, j'ai pas besoin de me presser à faire des trucs. Donc la chaîne est morte, quoi. Je remercie également Eclecticity qui en 2011 m'avait permis de m'exprimer dans leur colonne. C'était très sympa à eux. J'espère que vous verrez cette vidéo, que ça vous donnera envie de refaire un article au sujet du projet que j'avais. Il y avait Passion Cinéma aussi qui m'avait accordé quelques lignes. Il y avait robotblog.fr. Voilà. Bon, j'avais aussi essayé de contacter Allociné. Il y avait quoi? Il y avait Grand Large, il y avait Mad Movies, enfin des sites assez gros, mais il n'y avait pas eu de retour. J'espère que cette fois ça changera. Ce serait sympathique. Et puis non, mais faut pas qu'on reste là à regarder, à contempler Terminator et en se disant bon, ils ont encore tout foiré avec Dark Fate, la franchise elle est morte, elle est au cimetière. Je pense que si on s'unit tous, on peut faire quelque chose pour que la franchise renaisse. Mais pour qu'elle renaisse, il n'y a pas 36 solutions. Et c'est pas, je dis pas juste ça par arrogance, même si je sais que j'ai un côté arrogant et je le revendique fièrement. La seule façon de ressusciter Terminator, je pense que c'est vraiment de faire en film ce que j'ai écrit. Faut pas chercher midi à 14h, les gens veulent la suite de la guerre contre Skynet, c'est ça qu'il faut leur montrer. Et quitte à leur montrer, autant leur montrer une histoire qui soit capable de faire la boucle temporelle parfaite avec Terminator 1 et 2, et en réparant les incohérences du 3 et du 4. Ça, je le répéterai jamais assez.
Donc je vous invite à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux préférés, à parler de moi autour de vous, à vos familles, à vos amis, et à ceux qui n'ont pas aimé Terminator Dark Fate, à ceux qui n'ont pas aimé Terminator Genesis, même à ceux qui les ont aimés, pour qu'ils puissent comparer entre ce qu'on a eu de manière officielle et ce que moi je proposais, et ce que je propose toujours. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook que j'avais créée, c'était Terminator 5 Prevent T5 from the Reboot. Donc c'est pareil, c'est une page qui est plus vraiment alimentée, mais elle est toujours en ligne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Alors c'est quoi déjà mon compte? C'était Florent_Techcom. Voilà. Florent FLORENT _TECHCOM. C'est pareil, je le mets dans la description. Mais je fais essentiellement des publications en ce qui concerne ce que je trouve dans les vides-greniers. Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas vraiment axé Terminator dans les publications. Voilà. Bon, ben, je crois avoir fait le tour. La vidéo doit être super longue. Au départ, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo d'environ 3 minutes. Mais bon, c'est Terminator. Moi, j'adore parler de Terminator. Je m'en lasse jamais. Je vous dis bye bye tout le monde et merci pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Salut!